Est-ce qu'à un moment, les députés vont dire écoutez, je prends mon courage, c'est bien, il faut défendre les Ukrainiens parce que c'est pas bien la guerre, et moi je suis d'accord, hein, je veux que ça cesse, il y a eu trop de morts et c'est n'importe quoi, et les civils particulièrement n'ont pas à en souffrir, mais de dire est-ce qu'on pourrait quand même faire un audit, savoir où va l'argent, et puis demander des élections libres en Ukraine aussi, puisque Zelensky n'est plus président depuis des mois. Voilà, peut-être que les Ukrainiens ont un truc à dire aussi sur la guerre. Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour cet entretien inédit. On a le plaisir de recevoir aujourd'hui Alexis Poulain qui a fait le déplacement jusque dans notre studio. Alors vous le connaissez tous évidemment, trublion de l'information indépendante, chantre de l'analyse et du bon mot. Il nous informe tous les jours en usant d'ironie et de verbes acerbes, l'humour et le décalage au service de l'information indépendante. Et l'information indépendante, on vous le rappelle, en kiosque, Nexus, le dernier média disponible sans publicité, sans milliardaires, sans pression politique. N'hésitez pas à nous soutenir pour qu'on puisse continuer de vous diffuser une information libre, indépendante, évidemment de toute censure. Donc vous pouvez nous retrouver dans tous les bons points presse et aussi sur nexus.fr. Et je vous le rappelle, le 19 décembre prochain au Théâtre de la Tour Eiffel, si vous voulez sortir des écrans et nous retrouver pour une grande soirée de conférences, on remet le couvert après la grande soirée du 5 septembre pour les 25 ans de Nexus. Vous pouvez prendre vos places, elles sont très limitées, elles partent très vite. Le lien est dans la description. Et j'espère retrouver ce jour-là, en tout cas, notre cher Alexis. Comment vas-tu, Alexis ? Bien, merci de l'invitation. Avec grand plaisir. Alors aujourd'hui, on ne va pas parler uniquement d'actualité, de géopolitique et des médias, ce que tu connais quand même par cœur. Tu nous fais une analyse assez pertinente à ton micro. On va parler aussi de l'humain derrière le journaliste. Pourquoi est-ce que tu as commencé ce travail d'information citoyenne après être passé aussi par les mainstream, tu nous raconteras. On te connaît pour tes analyses, tes vidéos, tes prises de position. Finalement, on connaît peut-être un peu moins l'homme qu'il y a derrière, tes convictions personnelles, et puis aussi qu'est-ce qui t'anime au quotidien dans ce monde qui part un peu en cacahuète. Alors déjà, sans faire de mauvais jeux de mots, est-ce que selon toi, le monde moderne est la fin d'un vieux monde ? Le monde moderne, en fait, j'ai choisi ce titre de média parce que la modernité, c'est un concept qui fait débat, et justement, et le débat, c'est ce qui manque dans notre société. Et alors, en fonction qu'on soit historien, sociologue, etc., on met pas la modernité au même moment. Et c'est un concept extrêmement vague, bateau. On parle tout le temps de l'homme moderne, de la modernité, sans savoir vraiment ce que ça veut dire. Et donc, c'est pour ça que j'avais choisi ça, parce qu'il y a débat, il y a... c'est un champ des possibles. Et oui, sur la fin d'un nouveau monde, mais c'est tout le temps la fin et le début de quelque chose. La question, c'est la temporalité, c'est-à-dire combien de temps la fin et combien de temps le début. Et puis, il y a la phrase de Gramsci, c'est entre deux, dans le clair-obscur que naissent les monstres, entre le vieux monde se meurt et le nouveau peine à voir le jour. Et je pense qu'en ce moment, on est dans ce moment de monstre absolu gramscien. Alors ça fait quand même 10 ans, plus de 10 ans que tu as fait cette chaîne Le Monde Moderne. Donc tu as un recul sur l'actualité française assez précis. Alors ça fait 10 ans, mais je l'ai fait en dilettante pendant des années. On va dire que c'est vraiment pendant le Covid où là on a changé avec un podcast qui s'appelait La République inaltérable, qui est devenu quotidien, avec les revues de presse qui est arrivé aussi à ce moment-là. Avant ça, c'était des entretiens qui étaient assez sporadiques et c'est vrai que il y a eu ce besoin, je pense, pendant la folie Covid de dire non, en fait il faut accélérer, là il faut communiquer, on a une chance d'avoir déjà un canal existant, donc allons plus loin. Et c'est vrai que je pense que ça a déclenché beaucoup de choses, mine de rien, ce moment totalitaire qui avait plus rien de sanitaire dans la gestion des humains, dans l'empêchement systématique, dans la surveillance généralisée, dans la haine de l'autre aussi, un moment fasciste total, et donc c'est là qu'il a fallu, pour moi c'était évident qu'il fallait accélérer et lutter surtout contre ces inepties et surtout ces lois dégueulasses. D'ailleurs, j'en profite pour tacler Édouard Philippe qui fait semblant de faire un mea culpa ensuite chez Legend, en disant c'était des lois inhumaines, j'ai eu beaucoup de mal à les faire passer. Si c'est inhumain, fallait pas passer, connard. Voilà. Je dis un peu mot parce que il y a d'autres mots en fait pour. Ouais, c'est un peu facile, on va dire. Ouais. Et c'est insupportable de voir qu'ils pensent s'en sortir comme ça.
Et pour moi, il est hors de question que les gens responsables de la maltraitance des seniors, des gens qui sont morts seuls, des familles qui ont été endeuillées, qui n'ont pas pu aller aux enterrements, des soignants suspendus qui ont été traités comme des moins que rien, comme des sous-citoyens, que ces gens-là s'en sortent avec un sourire, une pirouette, et en disant mais c'était pour la bonne cause, on a sauvé des millions de vies, selon certains spécialistes de la science, pour dire Pfizer. Donc non, hors de question qu'ils s'en sortent comme ça. Est-ce que pour toi, le Covid, ça a été un déclencheur intellectuel ? Ah oui, c'est un moment où je ne pensais pas vivre ça dans ma vie, un moment où la société bascule dans le fascisme total, le vrai fascisme. C'est-à-dire, il y a la politique du bouc émissaire, les non-vaccinés devaient être traités comme des moins que rien. On était à ça de faire des camps de non-vaccinés pour les vacciner de force. C'était des insultes à longueur de journée sur toutes les radios et les télés pour traiter ces gens-là de criminels, de moins que rien, etc. Et donc, vraiment d'en faire des boucs émissaires. Ça a fonctionné. C'est là où c'est le pire. C'est-à-dire qu'on voit que la société française est quand même remplie de braves gens, mais qui sont assez limités intellectuellement et qui tombent immédiatement dans le piège fasciste et qui vont dire « Ah bah merde, moi je l'ai fait pour aller boire mon café, alors tu le fais aussi, t'as ton QR code ou pas ?» Et puis... Le truc le plus scandaleux, la façon dont les soignants, ceux qui sont là pour s'occuper des autres, ont choisi par vocation, ces métiers-là ont été traités mais comme des salopards, parce qu'ils refusaient une injection qui a montré ses limites. Alors on se rappelle à l'époque, pendant le confinement, à 20h, tout le monde applaudissait, on respectait les soignés. Voilà. Des casseroles avec des sacs poubelles pour se protéger du virus, il n'y a pas de masque mais c'est pas grave, faut y aller, etc. Puis à la fin ça finit, ils veulent pas se vacciner, salopards, et hop, plus d'un an, 2 ans sans être payé, sans rien, sans statut. Enfin, c'est inacceptable. Et que les syndicats n'aient rien dit. Enfin, je veux dire, c'est même pas seulement, les braves gens. C'est qu'à la fin, les organismes, les structures qui étaient là pour protéger, notamment les syndicats, auraient dû dire stop. Qu'est-ce que vous faites ? Vous bafouez le droit du travail. Nous, on est là pour le faire respecter. Il n'y a eu personne. Les partis, n'en parlons même pas, eux, ils ont peur de leur ombre, donc c'est normal, mais voilà, c'était scandaleux à beaucoup de niveaux. Ouais. Et le pire, c'est que du jour au lendemain, tout ça, ça a disparu on fait comme si au bénéfice de la guerre en Ukraine qui a balayé ce sujet-là, quoi. Il faut trouver la peur d'après. Ouais, alors maintenant, vos enfants vont mourir dans les tranchées à l'Est. Soyez prêts, il va falloir donner le prix du sang. Enfin, des déclarations de plus en plus dingues pour aller en guerre contre un pays qui n'est pas notre ennemi, la Russie. Et contre lequel on n'a de toute façon aucune chance. Bon. Alors, ou non, ce sera une guerre atomique de toute façon si on veut faire la guerre. Arrêtons de jouer aux petits soldats. Aujourd'hui, l'Ukraine, c'est une guerre d'attrition parce que l'idée, c'est pour les Russes de prendre des territoires dans le Donbass. Mais si demain, c'est l'OTAN qui rentre en jeu, c'est une guerre nucléaire. Il faut arrêter de tourner autour du pot. Et je crois que tout le monde le sait, donc c'est un peu un jeu de dupes. Donc l'idée, c'est d'agiter la peur, de surtout faire avancer le vol de l'épargne des Français pour le lobby militaro-industriel. Et puis ça marche très bien aux États-Unis. Les États-Unis, c'est un pays qui ne marche que par le lobby militaro-industriel, qui fait tenir le dollar par des guerres aux marges de l'empire systématique. L'Europe va essayer de calquer ce modèle-là d'une certaine façon. Mais ça ne marchera pas. On a toujours plusieurs décennies de retard, en bons vassaux des États-Unis qu'on est. Je ne sais plus quel président américain disait attention au complexe militaro-industriel qui va imposer sa dictature. Il y a eu Carter qui l'a dit, et puis avant ça, c'était... je sais plus... bien avant lui, c'était Roosevelt, je crois. Roosevelt, je crois. Et bon, Kennedy en a fait les frais, parce que lui qui s'était opposé à pas mal d'interventions s'est pris on va dire l'état profond en pleine tronche. Mais c'est vraiment un principe de gouvernance par la peur, quoi. Ce qu'on voit s'installer aujourd'hui depuis le Covid. Je pense qu'ils ont compris que ça marchait très bien, que les gens étaient très obéissants, très peureux. Et donc, il fallait utiliser toutes les peurs. Et après, j'imagine qu'un nouveau virus peut arriver. J'imagine qu'on peut avoir une cyberattaque mondiale et Internet peut, d'un seul coup, se débrancher. Et en parallèle à ça, comme les gens n'ont pas assez peur, il y a quand même Macron qui essaie de faire une censure des réseaux sociaux parce que, on voit que ça commence à partir dans tous les sens. Les gens n'y croient plus, quand même, à tous ces mensonges. Donc, il faudrait
couper la machine où on peut encore s'exprimer librement, hein, parce que là, évidemment, ça marche plus. En fait, les gens, j'ai l'impression qu'ils y ont jamais vraiment cru, mais peut-être ils se forcent à croire. Déjà, quand on voit les motivations par rapport à la vaccination, la plupart l'ont fait juste parce qu'ils pouvaient plus travailler ou voyager ou boire un verre en terrasse. Ils ont été forcés, mais c'est-à-dire qu'ils ont accepté d'être forcés dans quelque chose d'assez terrible, c'est-à-dire leur choix personnel sur leur corps. Sur un produit qui n'avait pas fait ses preuves. Enfin, c'est quand même terrible ce qui s'est passé. Et de voir que les gens acceptaient de manière aussi facile, parce qu'il fallait le faire, parce que sans ça, il n'y avait plus de vie sociale, etc., ça en dit long, en fait, sur la naïveté de beaucoup trop de nos concitoyens. Est-ce que tu as commencé ce métier de journaliste pour ça ? Parce que avant d'être agitateur, inquiéteur de pouvoir sur les réseaux sociaux, tu as été dans des grandes structures, hein. Tu es passé aussi par RT, mais tu es passé par d'autres grands médias. Donc, est-ce que ce qui t'animait, c'était ça et qu'est-ce que tu as pu voir de l'intérieur dans ces grandes structures où l'information, finalement, parfois, elle est plus liée à l'intérêt de l'audience qu'à l'intérêt de la vérité? Moi, j'ai plutôt été éditorialiste que journaliste dans ces structures, donc j'étais invité pour donner mon avis sur des sujets plutôt de géopolitique, plutôt des affaires européennes, puisque j'étais spécialisé à l'époque. J'ai commencé chez Euractiv, qui est un média de lobby aussi, qui parle des questions européennes. Et donc, petit à petit, j'ai fait mon trou comme ça dans les médias dits mainstream. Pour faire ce boulot d'éditorialiste. Et ce que tu vois, c'est que c'est un spectacle. La télé, particulièrement la télé, hein, peut-être la radio aussi, hein, de plus en plus, mais c'est vraiment un casting qui est fait pour avoir un débat qui est quand même assez cadré, avec lui, on sait à peu près ce qu'il va dire, lui aussi, et donc on va les mettre dans une pièce avec des micros, comme on fait là, tu vois, mais à plusieurs, et on sait à peu près où ça va. Alors, avec plus ou moins de clash, donc en fonction de l'émission, de la chaîne, on te demande d'être plus cash, ou bien d'être plus raisonnable, voilà. Et c'est du spectacle. Donc, t'as vu de l'intérieur un peu cette orientation de ton, d'infos. Mais c'est normal. Enfin, je veux dire, c'est pour eux, c'est la pluralité de l'info. Alors parfois, c'est ridicule parce qu'on est seul contre 4 macronistes. C'est souvent comme ça d'ailleurs. Et donc, ils appellent ça la pluralité. Donc effectivement, il y a 4 nuances de macronisme et puis toi, qui est le seul à dire des choses. Moi, je me suis retrouvé sur des plateaux, sur Public Sénat ou d'autres, où j'étais le seul à dénoncer les violences policières pendant les Gilets jaunes, que j'ai trouvé, mais là aussi, c'est un moment, avant le Covid, il y a eu les Gilets jaunes qui m'ont profondément marqué sur la dimension fasciste du régime Macron, quoi, parce qu'il faut pas avoir peur des mots. Et donc ce néofascisme-là, de la violence d'État, la répression, le bouc émissaire permanent, la prise de parole, la censure, enfin, on a tout devant les yeux. Umberto Eco l'a écrit, comment reconnaître le fascisme ? C'est simple, il est là. Et ça s'appelle le progressisme, hein. Ça a été maquillé de manière formidable. D'ailleurs, je ne sais plus qui avait dit les prochains fascistes se déguiseront en antifascistes. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Et donc, on est dans un... Voilà... il fallait déjà se battre, en fait, pour faire passer une parole différente sur des choses aussi évidentes que les violences policières pendant les Gilets jaunes. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont osé prendre la défense. David Dufresne, qui avait fait un super boulot avec, justement, les blessés et ceux qui ont souffert de ces violences-là. Quelques autres aussi. Il y a eu l'initiative du Média, hein, où j'avais fait la première saison. Oui. Bref, on était quelques-uns. Mais globalement, et encore aujourd'hui, on voit bien que le pouvoir, si on commence à rentrer dans la réalité de ce qu'a été la répression d'État, et c'est pas seulement les policiers qui ont été violents, c'est les donneurs d'ordre, et ça va jusqu'à l'Élysée, évidemment. Parce qu'on l'oublie, les gens vont... Et c'est ça qui est bien orchestré. Encore une fois, Édouard Philippe, Premier ministre, Castaner et Nunez qui étaient à l'intérieur, Macron, évidemment, indéboulonnable, qui a eu peur à ce moment-là, et qui a donc fait, en gros, de lâcher les vannes de cette violence de la répression. Puis ensuite, on a eu Darmanin à Sainte-Soline. On parle plus de manifestants écolos, on parle d'éco-terroristes. Même le langage est fait. C'est vrai, on a vu la fameuse vidéo qui a fuité. D'ailleurs, tu en as parlé il y a quelques jours sur ta chaîne. C'est incroyable. Sur ces images, ce qu'on peut constater, et on comprend du coup pourquoi le maintien de l'ordre se passe tel qu'il se passe depuis des années. Parce qu'ils ont carte blanche. Et ils le savent. À un moment, il dit « Ah, c'est filmé, coupe ta caméra. » C'est filmé, et malgré que ce soit filmé, vas-y, tue-les, tire dans la tête, une belle LBD dans les couilles, ça va te calmer. Voilà, des gendarmes en plus, qui sont censés quand même être au service des populations. On en est là.
parce que petit à petit, l'État, le gouvernement a transformé la police en une milice qui est là pour faire en sorte que le pouvoir ne vacille pas quand les citoyens veulent reprendre le pouvoir. Parce qu'on n'est pas en démocratie, ça, j'espère que les gens le savent, mais quand même, on est dans une démocratie oligarchique, où l'argent décide du candidat, où il y a un jeu, mais où le peuple ne décide pas. D'ailleurs, on lui demande jamais son avis. La dernière fois, c'était en 2005, on a vu ce que ça a donné. Donc, on peut continuer. Puis je vois que tu as le livre d'Étienne Thouars. C'est vrai, écrire nous-mêmes la Constitution, voilà. On le reçoit tous les mercredis pour des ateliers constituants. Voilà. Mais c'est important, ça c'est un super boulot que vous faites. Parce que c'est vraiment ça qu'il faut faire comprendre aux gens, c'est que ça implique quand même une responsabilité personnelle, un temps personnel et une implication politique pour reprendre le pouvoir. Ça ne se passera pas dans le système actuel sans une implication personnelle. C'est vrai qu'en fait, il y a un coût citoyen à accepter de payer, c'est-à-dire c'est ce temps d'investissement sur les questions politiques constitutionnelles que peu de gens veulent payer parce que finalement, on est tous d'accord pour changer le pouvoir, faire tomber le régime, etc., même limite changer de république. Mais qu'est-ce qu'on fait après ? C'est ça. Ça s'organise, ça se réfléchit, ça se planifie, et plutôt que d'avoir à un moment... Édouard Philippe qui arrive avec son gros programme de merde en disant j'ai un programme, ou Thierry Pimpon qui va dire j'ai un programme, ou Gabriel Attal qui dit le CNR c'est de la merde, maintenant on est en 2025, il faut tout foutre à la poubelle. Non. C'est ça le risque. Non, c'est eux qu'il faut mettre dans le bac jaune. Nous, on a un travail à faire, mais comme tu dis, peu de gens sont prêts à le faire. Peu de gens peuvent le faire. Il faut penser à tous ceux qui ont un travail prenant, des familles, la fatigue, le quotidien qui fait qu'on ne peut pas s'investir de cette façon-là. Tout est organisé pour nous épuiser au quotidien. De toute façon, tout est fait pour qu'on soit tenu déjà dans la peur de perdre son emploi, dans la peur du lendemain, dans la peur... Voilà. Donc, évidemment qu'il faut des ressources personnelles propres que tout le monde ne peut pas avoir du fait de ses conditions personnelles. Voilà, donc c'est compliqué. Et on le voit en plus, on en parlait juste avant de lancer l'interview, ils sont encore en train de repréparer les Français à survivre aux prochaines crises parce qu'il y a le nouveau kit de survie, ça y est. Ils ont fait une belle infographie. C'est Bayrou qui nous l'avait promis pour le printemps, puis nous l'avait promis pour la rentrée. Et puis voilà, ça va arriver pour Noël. Bon, c'est super. J'ai hâte qu'il arrive parce qu'on va bien rigoler. Cadeau de Noël. Non, mais c'est une ingénierie sociale qui ne s'arrête jamais et c'est toujours prendre les gens de court dans la peur. Toujours. Les lapins dans les phares, c'est ce qui marche le mieux. Donc, il y a une espèce d'énormes convois de plusieurs tonnes qui passent avec des gros phares et puis des petits lapins qui se font écrabouiller sur la route, quoi. C'est une métaphore du pouvoir macroniste. Des pouvoirs en général. Macron, le dernier avatar, c'est ça. Le plus abouti, le plus caricatural aussi. Mais finalement, Hollande avait commencé. Rémi Fraisse en a fait les frais. La violence sur Nuit debout. Donc la social-démocratie porte en elle cette violence, cette répression d'État et la censure, surtout pour le camp du bien. Il faut toujours censurer toutes ces paroles qui ne sont pas d'accord avec le camp du bien autoproclamé, etc., etc. Donc oui, on voit bien qu'il y a un problème de fond. Et d'ailleurs, cette volonté de pourrir le débat, de le mutiler, de l'empêcher, c'est bien la preuve qu'on n'est pas en démocratie. La peur de la parole libre, c'est ça. On n'est pas en démocratie. Macron parle d'une parole régulée. Voilà. Une parole régulée, c'est quoi ? C'est incroyable. Ouais. Mais il le dit. Mais il s'en cache même plus. Une parole régulée, c'est orwellien. Mais c'est au-delà. Ils ont lancé le... Je pense qu'Orwell a pas vu venir les réseaux sociaux. Non, et je pense qu'il hallucinerait de voir la bêtise et pas la prophétie, parce que c'est quasiment ça, mais quand même, parce que la façon dont ils appliquent finalement ces règles de manière assez simple. Il y a juste la technologie qui change, mais c'est la même chose. Là, on voit l'Union européenne et l'OTAN qui lancent des institutions de contrôle de l'information. Donc, ils vont du coup cadrer ce qui est la vérité. Donc, on en revient au ministère de la vérité. La démocratie. C'est génial. C'est la censure, c'est la propagande. Et c'est d'ailleurs une propagande tellement mal faite qu'elle ne souffre pas la critique, c'est-à-dire d'où la censure. À partir du moment où vous commencez à vous moquer de la propagande, à la montrer pour ce qu'elle est, c'est-à-dire ridicule. Enfin, il faut rappeler Ursula von der Leyen qui se moquait des Russes qui utilisaient des microchips de machines à laver. De la fake news de cette qualité-là, on peut s'en passer, quoi. Et puis ça continue. Après, il y a eu ce plan de drone, de survol de drone, de sites stratégiques bien en plein jour avec des lumières qui clignotent pour bien dire attention, il y a des drones et tout, c'est grave, il faut qu'on achète plein de drones.
bon, il patauge, il rame. La réalité, c'est que aujourd'hui, on a des preuves sur des scandales de corruption à répétition au sein de l'exécutif ukrainien, mais c'est comme si ça n'existait pas. Voilà. Il y a des milliards quand même qui partent comme ça, là. La France, je ne sais combien de milliards on a donné, alors qu'on manque pour les hôpitaux. Est-ce qu'à un moment, les députés vont dire, écoutez, je prends mon courage, c'est bien, il faut défendre les Ukrainiens parce que c'est pas bien la guerre, et moi je suis d'accord, hein, je veux que ça cesse, il y a eu trop de morts et c'est n'importe quoi, et les civils particulièrement n'ont pas à en souffrir, mais de dire, est-ce qu'on pourrait quand même faire un audit, savoir où va l'argent, et puis demander des élections libres en Ukraine aussi, puisque Zelensky n'est plus président depuis des mois. Voilà, peut-être que les Ukrainiens ont un truc à dire aussi sur la guerre. Est-ce qu'on risque pas d'arriver dans la même config en France avec Macron dans un état de guerre qui, du coup, pourrait continuer son mandat indéfiniment ? Non, c'est bon, quoi. Il faut arrêter, là. Je pense qu'à un moment, les gens, ça bougerait. Parce que chacun attend son tour, et puis c'est assez bien fait, ce petit jeu de carrousel. Alors le problème aujourd'hui, c'est que le parti unique, ce que j'appelle le parti unique, c'est-à-dire le centre gauche et droit, LR, le PS, qui sont à peu près le même parti en réalité, attendent leur candidat. Alors quel est le candidat qui va être donc le radeau de la Macronie ? Alors Glucksmann, visiblement, il est très mauvais. Il le teste, il est pas bon. Il est très mauvais. Il est vraiment à chier. Il est lent, il est ennuyeux, il est nul. Débat, on a vu son débat avec Zemmour. Mais Macron était nul aussi, ça. Macron était nul, mais non. Peut-être un peu moins nul. Il était quand même plus acteur, puis il y avait ce truc de la nouveauté. On ne sait pas d'où il sort, puis quand même ils ont mis les moyens. Là, même si Glucksmann, tu mets les moyens, c'est pas nouveau. On sait qu'il y a Léa Salamé, sa compagne, qui fait le 20h. On sait que tout France Inter roule pour lui, mais ça suffit pas. Il est quand même nul. Alors à un moment, il va peut-être falloir. Et les sondages. Glucksmann à 14, il fait 2 en vrai. Bref, c'est quand même scandaleux. Et donc, ça se bat un peu pour savoir. Alors, peut-être Édouard Philippe serait quand même mieux. Édouard Philippe, je le rappelle, massacre des Gilets jaunes, massacre Covid, quelqu'un qui est extrêmement dangereux pour les Français et qui se présente en homme d'État, qui a un plan, etc. Donc non, foutez-moi ça dans le bac jaune. Et puis donc, ils savent pas. Et Gabriel Attal, alors c'est le nouveau Macron. En plus, lui, il est gay et assumé, donc c'est encore mieux que Macron. Donc, alors là, il est jeune, il aura le même âge en 2027, ça pourrait être lui, il est fantastique. Pareil, ça marche pas, il est nul. Enfin, il est pas si nul, parce que il a une certaine rhétorique, c'est un communicant comme Macron, mais il est quand même nul. Voilà. Donc, et pourtant 2 fois au Bilderberg, il est choisi quand même par l'élite en tant que... On rappelle passage obligé un peu... Passage obligé, que ce soit Davos ou le Bilderberg, la trilatérale, les cercles atlantistes choisissent ces acteurs pour savoir lequel aura le plus de chances justement d'être en pole position pour ensuite avoir le vote des Français ou de n'importe quel autre pays. Enfin, si tu regardes aujourd'hui Merz en Allemagne, Starmer en Grande-Bretagne, que ce soit aux Pays-Bas, où tu as un mec de la trilatérale qui vient d'être élu Premier ministre, que ce soit en Suède, etc., ce sont les mêmes. Ce sont des petits gugus qui ont été adoubés par les cercles atlantistes, qui appliquent un programme international. Macron a d'ailleurs reçu le prix du Global Citizen Award, des mains du patron de BlackRock. C'était à New York, en marge des Nations Unies, c'était en octobre. Il est très fier, il fait un discours où il explique on ne résoudra rien, le monde est global, je suis global, je suis très fier. Il est très fier. Ils s'en foutent de leur pays respectif. Ils ont un mandat, c'est d'appliquer un programme international pour que tous ces pays-là soient des vassaux assumés des États-Unis. Alors, des États-Unis, fonctionne pour un système de finance internationale où le dollar est au centre de ce système, une chaîne de Ponzi en réalité, et donc ils doivent pomper les ressources de leur pays pour assurer que ce système se pérennise. Tu vois le fils Soros qui prend la suite de son père, Alexander Soros, il est dans tous les pince-fesses de tous les États. Tu le vois à chaque fois, il fait la photo avec le mec. Il était avec le maire de New York. C'est lui qui a foutu je sais pas combien, la fondation Soros, pour que Mamandi soit élu. Voilà. Et donc, et après, on nous parle d'ingérence russe. Oh, ça va quoi, vous êtes ridicule. Encore une fois, je veux dire, il y a les preuves, c'est ridicule, c'est caricatural, mais quel journaliste fait le boulot de dire, mais bordel, alors des journalistes indépendants, oui. Il y a investigation, ils ont fait un super boulot d'ailleurs là-dessus. Bien sûr. Nexus, nous on essaye de le faire à notre niveau, mais à un moment où quand même les médias mainstream devraient se poser des questions parce qu'ils perdent quand même de l'audience, il y a quand même de plus en plus de gens qui se rendent compte qu'ils sont pris pour des cons par ces médias. Peut-être qu'à un moment un discours de vérité leur ferait du bien.
Est-ce qu'ils ont besoin d'audience finalement? Bon, ils sont sous perf des milliardaires ou de l'État. Les milliardaires fatiguent. Par exemple, Bernard Arnault en a marre de payer 30 millions de dettes chaque année pour Le Parisien. Donc il va dire, Libé, c'est 30 millions de dettes par an. Il n'y a pas un journal papier, en fait, qui n'est pas un trou sans fin pour ces milliardaires. Et heureusement qu'il y a en plus nos impôts, les aides à la presse. Il y a en plus les aides à la presse. Donc c'est des plans sociaux sur plans sociaux. Ça vire. Quand Bolloré rachète CNews, il dit, bon, moi je m'en fous, je vais faire un truc qui va gagner de l'argent. Donc il réduit les effectifs, il fait un plateau, tous les intervenants c'est tout le temps les mêmes, quelle que soit l'heure du jour et de la nuit, et il prend les mêmes pour Europe 1, il prend les mêmes pour le JDD, donc effectivement ça crache un peu de thunes, là ça marche, mais tous les autres c'est effectivement à perte, jusqu'à un certain point, c'est-à-dire que là comme on est en année électorale où il va y avoir les municipales et puis l'élection présidentielle, les milliardaires investissent, là pendant 2 ans ça va être open bar, il y aura de l'argent pour raconter n'importe quoi, et pour faire la campagne de Guzman en gros quoi, et de Édouard Philippe ou je sais pas lequel. Donc ça, on va le voir, et ça va se voir, avec les couvertures de Paris Match, les interviews, là, hop, c'est Gabriel Attal qui va être au grand entretien, machin. Donc, mais après ça, donc on aura un nouveau maltraitant. Je ne vous cache pas que 2027, il n'y aura pas de surprise. Il y aura peut-être Marine Le Pen ou Jordan Bardella au second tour, et puis celui en face, quel qu'il soit, gagnera. Voilà, c'est tout le temps pareil. Donc, et celui en face, et c'est reparti pour a priori, sera issu des cercles atlantistes, comme d'habitude. Ouais. Voilà. Bon, et c'est reparti pour 5 ans de maltraitance, avec en ligne de mire potentiellement une guerre mondiale thermonucléaire. Mais bon, toi, tu crois à ça, toi ? Mais enfin, on ne peut pas croire que demain, si on dit que l'OTAN s'engage directement, frontalement contre la Russie, ça va être des petits soldats et des chars et des drones dans des champs à l'est de l'Europe. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire que ce n'est pas la prochaine arnaque médiatique de faire croire à cette fin du monde nucléaire, alors que... La fin du monde. On ne parle pas de... En tout cas, de notre monde. Non. Tu peux avoir des sites stratégiques qui vont être visés tout simplement, et c'est pas la fin du monde, c'est juste une incapacité de pays. T'es pas obligé de viser des villes. T'as toutes ces bombes stratosphériques qui permettent de couper toutes les communications électroniques. T'as beaucoup de choses en réalité. Tu vas avoir la guerre des câbles aussi. Alors Nord Stream a été saboté par les Américains. Faut pas le dire. Par un commando ukrainien indépendant. Ou par les Russes eux-mêmes. Voilà. Et donc maintenant, la peur, c'est les câbles. Parce qu'Internet, c'est des câbles. Et donc l'Europe s'est dit, il faut qu'on sécurise nos câbles. Mieux que Nord Stream, j'espère. Alors évidemment qu'il y a un câble qui va être sectionné à un moment ou à un autre. On dit, c'est la guerre, vous voyez, qu'est-ce qui se passe? Alors là, ils ont essayé avec un chemin de fer en Pologne, en disant, c'est les Russes, ils ont saboté notre chemin de fer en Pologne. Bon, moi je pense que, voilà, il y a beaucoup de façon de faire la guerre nucléaire sans que ce soit une annihilation nucléaire. Oui, c'est vrai qu'instinctivement, on pense à ça, on se dit, parce qu'on imagine c'est l'arme ultime, c'est l'arme dissuasive, c'est l'arme qu'on n'utilisera jamais. Mais non, parce qu'une ogive tirée, c'est 10 ogives, machin, et puis après, c'est tout le monde s'y met. Et d'ailleurs, il faut voir, Netflix a sorti le film là-dessus, Une maison pleine de dynamite, qui montre justement des bombes arrivées sur Chicago. Et donc, que font les Américains? Alors, ils essayent d'intercepter la bombe, ça marche pas. Donald Trump n'a pas aimé parce qu'ils expliquent que leurs interceptions, en fait, ont 50% de réussir. Il dit, c'est pas vrai, nous, on a les meilleures interceptions, c'est 100%. Et à la fin, ils savent pas qui tire la bombe. Mais en gros, la question, c'est, sur qui on tire par principe? Ouais. On riposte comment? Les Iraniens, les Nord-Coréens, les Russes, les Chinois. Qu'est-ce qu'on fait en fait? Mais au lieu de voilà. Mais c'est bidon. C'est vraiment pour dire voilà. Mais imaginez si jamais vous nous attaquez, on va attaquer mais n'importe qui. Et puis c'est le premier qui attaque qui gagne. Écoute, c'est quoi l'humanité? C'est quelques millions d'années, même pas. Même pas. Homo sapiens, c'est rien. Bon voilà. Si on est assez con pour précipiter notre extinction qui arrivera de toute façon, on aura vécu encore moins sur les éons du temps au niveau universel, quoi. C'est pas grave. À l'échelle de l'univers, c'est pas très grave. C'est rien. Encore faut-il avoir un peu de spiritualité là-dedans. Est-ce que d'ailleurs toi, c'est quelque chose qui t'aide? Est-ce que tu as attaché une forme de spiritualité? Est-ce que tu penses que c'est quelque chose que je remarque chez beaucoup de gens qui ont ouvert les yeux pendant le Covid? Il y avait plus de capacité chez les gens qui ont une certaine forme de spiritualité. Je parle pas forcément de religion, à voir le monde tel qu'il est et à être prêt à assumer cette réalité-là quand on a une transcendance, quoi. Est-ce que c'est quelque chose toi qui te questionne et qui t'anime ou pas du tout?
Ah oui, moi je suis fasciné depuis tout petit par le cosmos, par l'idée de dire qu'on est vraiment rien. Très tôt, on se rend compte, en fait, quand on regarde le ciel étoilé, quand on sait que chaque étoile est un soleil, et donc il y a des amas de soleils, et donc un système solaire, donc des planètes, et donc encore plus, et que ce qu'on voit est rien comparé à ce qui existe. Donc on a déjà la connaissance du fait qu'on ne connaît rien. Et donc le monde visible, sensible, tel qu'on le connaît, n'est rien par rapport au monde réel. Oui. Et je ne parle même pas des avancées de la science, je parle de tout ce qu'on ne peut pas s'expliquer. Que ce soit sur ce qu'on appelle l'intelligent design, mais le fait de trouver toujours un nombre d'or, de dire mais qui a mis au point ces structures atomiques pour qu'au final on ait une table, des humains. Cette répétition de schémas, de patterns. Voilà, et cette répétition à la fois dans l'infiniment petit et l'infiniment grand, et de se dire mais comment on peut penser qu'on est... Le hasard, tu vois. Ouais, alors le hasard... On dit souvent... Sans doute, parce que ça s'est fait, il y a eu une imbrication, mais le Big Bang, très bien, mais avant, alors ça repart et ça revient, en fait. Bon, ok. Bon. Partons de ce principe, l'univers en expansion, mais en expansion dans quoi ? En fait, il y a tellement de questions auxquelles nous n'avons aucune réponse, on est incapable de se figurer l'infini mentalement, que c'est ridicule de croire que parce que nous sommes des primates ingénieux, les plus ingénieux, donc on a inventé plein d'outils, plein de choses incroyables, nous serions au-dessus de tout et que nous aurions découvert... non, on n'a rien découvert. Très peu de choses en réalité. On est ingénieux. Voilà. On est ingénieux. Mais sur la découverte, et alors particulièrement sur la spiritualité, on voit bien qu'il y a une préscience de cet infini chez les peuples premiers. Et d'ailleurs, le principe de comprendre la mort, ce qui fait la différence vraiment avec les humains, de dire, voilà, on a compris cette chose-là qui était inaccessible et de dire, voilà, il y a la mort. Il faut la dépasser et se dire, ça fait partie de la vie. C'est intéressant parce que par rapport au peuple premier, le rapport à la mort est tellement différent du nôtre, nous, enfin, en tant que société matérialiste, où finalement, la mort est une fin ultime. Donc ça pousse les humains à profiter, à consommer un maximum dans le temps présent et à pas se poser toutes ces questions. Le matériel prend un tel ascendant sur sur le spirituel, bien sûr, mais parce que après c'est encore une fois encore plus récent, parce que je pense pas que même la société du début du 19e était aussi matérialiste, loin de là. Non, c'est vrai. Donc c'est vraiment la société industrielle qui a amené ça, et donc on parle d'un siècle et demi. Même pas, donc c'est rien du tout. Et je pense qu'il y a un retour du spirituel, au contraire. Alors via le religieux, on le voit, de plus en plus de prosélytisme sur les grandes religions du livre, aussi des guerres qui ressemblent de plus en plus à des guerres de religion. Mais quand même un retour s'il y a bien quelque chose d'important dans la religion, c'est le respect de la personne humaine. Et ça, je pense qu'on va trop loin dans le non-respect, dans la vision matérialiste de la personne humaine, que ce soit sur toute cette histoire de transhumanisme, par exemple, mais aussi, on le voit bien, avec la transidentité, enfin tout ce qui remet en cause finalement le genre, la biologie, d'une certaine façon. Il y a un retour de bâton. Il y a un retour de bâton en disant, là, non, quand même, il faut respecter la personne humaine, parce que c'est finalement tout ce qui nous reste quand on enlève l'ingéniosité et si on enlève ce qui fait l'humain, si on en fait un humain augmenté, puisque si vous écoutez Peter Thiel, qui est le fondateur de Palantir, qui est un des chantres de cette transhumanisation de l'humanité, pour lui c'est pas grave si l'humanité disparaît, puisque de toute façon elle aura trouvé une autre forme, quelle qu'elle soit, dans les algorithmes. C'est incroyable de dire ça. Etc. Et donc, c'est pas incroyable, c'est une vision du monde. Et pour eux, c'est transcender l'humain que d'en faire une société ou même une existence éthérée, électrique, quantique. Pourquoi pas, parce qu'il ne sera pas mort, on peut dire, et on pourra voyager dans l'univers de manière beaucoup plus facile. Est-ce que c'est la décadence ultime de notre civilisation ? Je crois pas. Je crois que c'est au contraire, c'est une route inexorable qui est pas la décadence. C'est à partir du moment où on est dans cette ingéniosité, on veut aller toujours plus loin. Et c'est Prométhée, le mythe vraiment le plus essentiel sur l'humanité, c'est celui qui veut dépasser Dieu. C'est ça en fait le péché d'orgueil
l'orgueil de l'humanité. C'est dans tous les drames et toutes les histoires. C'est de croire qu'on peut être Dieu à la place de Dieu. C'est ça. Ou qu'on peut dépasser la mort, qu'on va pouvoir être Dieu à la place de Dieu, qu'on va pouvoir défier les dieux, c'est Ulysse, qu'on va pouvoir faire toutes ces... et en réalité, non, à chaque fois. Et pourtant, je veux dire... Il y a ce principe de mémoire de poisson rouge aussi dans l'humanité. Si vous lisez justement toutes ces mythes grecs, romains ou même avant, Gilgamesh, etc., c'est des codex en fait. C'est une façon d'expliquer aux humains, il ne faut pas faire ça, vous savez. N'oubliez pas, c'est écrit en fait. Et on l'oublie et on y revient. Alors il y a toujours le retour de temps en temps. Et pareil, les religions du livre sont là pour rappeler ça. Oui. Qu'est-ce qu'on n'a toujours pas compris alors, parce que ça fait des milliers d'années. Il ne faut pas jouer à Dieu, c'est tout. C'est vrai que c'est simple. C'est simple, hein. Ouais. Et respecter la personne humaine. Enfin, tu ne tueras point, c'est facile. Oui. Bah non. Pas pour tout le monde. Pas pour tout le monde, ouais. Voilà. Ouais, on en est encore un peu loin aujourd'hui de toutes ces compréhensions. C'est vrai qu'en plus on agite tellement la peur que finalement on voit que l'être humain retombe très facilement dans l'oubli et dans le comportement réflexe. Tout de suite. C'est l'oubli. Vraiment, ce qui qualifie l'humanité, c'est l'oubli. C'est-à-dire que heureusement qu'on a des cérémonies maintenant pour se rappeler de l'horreur qui a été 14-18. Voilà, on essaye de ne pas oublier. Mais quand les derniers poilus nous ont quittés, on sait que la prochaine guerre est possible parce que la mémoire vivante va disparaître. Et ça va être la même chose avec les combattants de la Seconde Guerre mondiale. Et donc, chaque génération qui a connu la guerre et qui donc explique l'horreur que c'est et l'inutilité que c'est et la perte d'énergie, de temps et de vie, la nouvelle guerre est possible et on rentre dans cette période-là justement. C'est pour ça que je suis sérieusement inquiet de voir ce discours qui du coup peut marquer parce qu'il n'y a personne qui a vécu qui va dire ta gueule. Ouais. Tu l'as pas fait, ta gueule. Voilà. Ouais. Ça calme quand on a un ancien combattant. Voilà. Que tous les Gugus qui agitent le drapeau de la guerre, ils devraient peut-être aller d'abord eux au front. Ils iront jamais, c'est le principe. Mais voilà, donc c'est bien d'entretenir la mémoire, mais il faut remonter encore plus loin. C'est-à-dire que voilà, ce débat sur, par exemple, sur la censure sur le débat climatique, en disant on ne peut pas débattre du climat. Le climat, c'est des scientifiques de la COP, du GIEC, qui ont décrété que parce que c'est des grands scientifiques et je ne remets pas en cause leurs compétences, évidemment, que c'était comme ça. Et donc, comme eux sont d'accord, les rares scientifiques qui ne seront pas d'accord n'ont pas le droit de voix au chapitre. Et donc, il n'y a pas de débat climatique. Et donc, si dans les médias, vous osez faire un débat climatique, vous allez maintenant être censuré. Parce que ce que vous dites est dégueulasse et que vous faites de la désinformation climatique. Donc ça, c'est arrivé. CNews a été rappelé à l'ordre par l'Arcom, par exemple. Condamné, absolument, puisqu'il n'y a pas eu de contradiction sur le plateau quand Philippe Erlin, qu'on salue, a dit mais c'est ça, etc. Donc condamné pour une opinion. Condamné pour une opinion, voilà. Donc, et ça passe. C'est-à-dire que j'ai entendu personne, dans la classe politique, encore une fois, ou la classe médiatique, dire mais c'est quoi ces conneries ? Mais on est où ? Enfin, vous avez tellement peur, en fait, du débat qu'on ne peut pas... Donc d'abord, ça commence avec le climat, puis on va avoir tous les thèmes, en fait, qui vont rentrer sous ce principe de la parole régulée. Et on revient à ce dont on parlait en introduction, c'est-à-dire que le dogme, en fait, fait la foi. Il n'y a rien de spirituel là-dedans. C'est une organisation autoritaire de contrôle de la société. Et c'est pas autre chose. Et il ne faut pas croire que c'est pour protéger les enfants, aussi, bon. Il ne faut pas croire que c'est pour protéger la vérité. Au contraire, et d'ailleurs, au-delà des simples citoyens, les médias alternatifs sont et seront encore plus ciblés par ces autorités de régulation de la pensée, de la parole. Donc toi, nous, et d'autres qui aujourd'hui... on peut encore faire un peu de boulot sur les réseaux sociaux. C'est ce que j'explique. Nous, on vit dans les marges. Ce qu'on appelle la dissidence, la réinformation, l'information citoyenne, indépendante, etc. Donc, il y a les pages où sont écrits par les grands médias mainstream une histoire de la vérité. Puis dans les marges, quand même, on peut faire des trucs. Là, les marges se rétrécissent. Ça se rétrécit, ouais. Et pourtant, c'est dans les marges qu'on va avoir ce principe de la créativité, qu'on note des idées fulgurantes, où on va dire, tiens, là, on fait des annotations. Enfin, c'est important, la marge, dans une page. Là, on est en
train de la réduire à rien. Il faut surtout pas qu'il y ait de marge. Donc ça va faire quoi ? Ça va faire des sociétés sclérosées et où, moi j'ai des enfants, j'ai pas envie qu'ils vivent dans un monde de cet acabit-là, quoi. Il faut tout faire pour l'empêcher. C'est ce que j'allais dire. Comment tu imagines l'avenir de tes enfants, de nos enfants ? Comment tu œuvres pour que leur monde soit moins pire que le nôtre ? Comment tu vis dans cette marge ? Je vis dans cette marge parce qu'elle existe et parce qu'on l'a fait exister, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui trouvent que c'est mieux d'être dans la marge d'une certaine façon. Et au-delà de l'information, je parle d'organisations citoyennes, on parlait des constituants d'Étienne, mais aussi plein de réseaux de solidarité qui se sont faits au local à l'aune du Covid, d'entrepreneurs, mais aussi d'AMAP, de gens qui vont localement s'organiser en dehors du système. Mais là encore, le système ne veut pas qu'on s'organise en dehors du système, hein. Tout est fait pour éviter qu'il y ait des alternatives. Vous voulez faire un habitat alternatif, alors attention, il faut respecter je ne sais pas combien de règles. Donc non, vous n'avez pas le droit. Pour l'école à la maison, c'est pareil. Quasiment interdit. Maintenant, on va nous expliquer que les œufs du poulailler sont pleins de je ne sais pas quel produit chimique dangereux. Alors les poulaillers sont taxés maintenant ? Et les poulaillers sont taxés, pas que maintenant, depuis longtemps, ouais. Bon, maintenant, c'est les tout petits, je ne sais pas. 12 mètres carrés, je crois, ça commence. Non, mais c'est délirant. Donc il y a de plus en plus cette organisation-là, et je pense que ça, c'est important. Puis après, l'idée de dire... d'essayer de dire aux gens qu'il ne faut pas abdiquer, parce que cet autoritarisme, il tient sur une seule chose, c'est l'individualisme. Et c'est de dire, de faire croire que les gens sont seuls et qu'ils ne peuvent rien contre la machine d'État, ou peu importe, mais ces machines de censure, en se disant, effectivement, seul, on n'y arrive pas. Donc il faut montrer qu'on n'est pas seul, en fait. Et c'est ce lien permanent qui fait que les gens ils tiennent, ils s'organisent et ils résistent. Et moi je parlais souvent de la petite désobéissance, celle qui n'engage pas forcément à grand chose, mais vous n'êtes pas obligé d'obéir à tout, et c'est pas ça qui va vous emmener en prison. Quand un contrôleur SNCF vous met une amende alors que vous avez votre billet, que vous êtes trempé de jour, etc., vous dites écoutez, non, je vais pas payer maintenant, on va en discuter à l'arrivée avec je sais pas qui. J'ai cet exemple où c'était tous les guichets étaient fermés un soir à Paris pour aller en banlieue. Ils n'étaient pas fermés, ils étaient en panne. Et que fait la SNCF ? Au lieu d'ouvrir et de laisser passer les gens, ils mettent des contrôleurs derrière les guichets. Et donc les gens qui veulent rentrer chez eux après leur boulot de taf, etc., donc font des queues pas possibles au guichet puisque les machines sont en panne. Et moi je commence à gueuler, mais c'est ça que vous faites ? Au lieu d'aider les gens là, vous êtes en train de leur foutre des amendes. Et je commence à gueuler. Puis on entend il a raison et tout. Et puis j'entends venez là, chat. Parfois il suffit d'une personne, bien sûr, pour réveiller tout le monde. C'est ça. Et c'est pas méchant. Tu dis juste aux gens, mais vous vous rendez compte de ce que vous faites ? Le monde est déjà suffisamment difficile. Et là, au lieu d'aider les gens, vous allez leur foutre des amendes parce que vous n'êtes pas foutus de réparer vos machines. Mais c'est scandaleux. Et là, les gens commencent à faire « Ah, c'est scandaleux, en fait. » Mais comme personne n'ose, ça marche sur le fait que personne n'ose. Et c'est vrai que quand on gueule et quand on a été gilet jaune et qu'on a vu comment ils ont traité des gilets jaunes pacifistes, en leur arrachant un œil à coups de LBD pour faire comprendre aux autres que c'est ça qu'ils risquaient en venant en manifestation, on comprend qu'on a affaire à un régime qui n'est pas là pour votre bien. Et effectivement, les gens préfèrent se taire et essayer de se protéger de cette façon-là. Donc il faut montrer que c'est possible d'agir à plusieurs, qu'on n'est pas seul, et puis éveiller les consciences. Ce que tu disais, c'est ce principe d'éveil de l'esprit critique, du fait de ne pas se laisser embobiner par ces récits totalement fictifs qu'on nous impose comme le réel. Alors nous qui sommes le plus confrontés à ce côté anxiogène du monde, qu'on voit, qu'on décrypte, qu'on analyse, qu'on diffuse, qu'on publie dans tes revues de presse ou dans nos médias respectifs, etc. On est vraiment en première ligne de cette prise de conscience quotidienne. Ça impacte quand même le moral. C'est humainement. Ce que je voulais te demander, c'est comment est-ce que tu arrives à vivre en parallèle à côté ? Est-ce que tu as ta vie de famille ? Est-ce que ce que tu diffuses, ce que tu analyses, ça reste au pied de ta porte quand tu rentres chez toi ? Est-ce que, au contraire, tu essayes de protéger tes enfants en les informant pour que eux-mêmes puissent comprendre le monde dans lequel ils sont ? Ou, à l'inverse,
tu les isoles de tout ça pour garder une certaine innocence du monde. Non, mes enfants, ils sont grands et ils sont pas innocents. et non, ils sont très critiques. Et je suis content d'avoir fait des êtres humains critiques qui ont un cerveau qui fonctionne. Ça, c'est important. Donc, non. Et puis après, moi, tu as remarqué, quand je traite de ces sujets, je le fais avec humour. Je prends pas ça au sérieux. Et ma petite phrase de fin, c'est ne prenez pas tout ça trop au sérieux, parce que c'est pas sérieux. Ouais. On voudrait que vous preniez ça au sérieux, et donc que ça vous attaque le moral, le corps, l'esprit, que ça vous empêche de penser. Donc ne prenez pas ça au sérieux. Enfin, Macron, il est pas sérieux une seconde. Quand tu vois ce petit Gugus qui s'agite, qui zozote, qui raconte n'importe quoi, et qui se prend pour la condottiere Napoleone. C'est ridicule. Il faut regarder le dictateur de Charlie Chaplin. Il faut se moquer des puissants. C'est-à-dire que le fait qu'il soit aussi faible, qu'il n'ait jamais eu autant de caricatures d'eux-mêmes, parce que voilà, on est dans la caricature pure. Avant, il y avait le bouffon du roi. Voilà, et ce bouffon-là a été interdit. Alors, c'est France Inter, c'est génial, puisqu'ils ont viré tous les humoristes marrants qui sont chez Nova maintenant, pour la dernière, et ils se rendent compte qu'ils ont que des humoristes chiants qui sont pas humoristes. Bah mec, oui, t'as oublié au pouvoir. Quand on se faisait une blague sur Darmanin, il sortait du plateau, il disait lui, il vire. Voilà, quand tu faisais une blague sur Netanyahou, il vire. Une blague sur Macron, il vire. Moi, j'adore Pierre-Emmanuel Barré, parce que quand même, le mec a fait carrière aussi dans le mainstream, et à un moment, il se fait virer de France Inter, et il revient sur France 5, dans une émission, dans le C'est à vous, je sais pas quoi. Il fait une blague, une chronique, une blague, c'était sur Brigitte. Plus jamais il est réinvité. Ben ça, voilà. C'est bien. Et c'est là où l'humour, est-ce que c'est... c'est l'humour, c'est l'arme la plus efficace. Là, quand il compare les flics à Daesh, mais c'est pour provoquer, c'est pour dire, mais tu crois quoi, qu'on va se taire, qu'on va finir de dire, ah mais c'est vrai, faut pas dire, faut pas être méchant. Stop. T'as des affaires où les mecs sont en train de violer des gamines qui viennent demander de l'aide, tabassent des écolos, des manifestants pacifistes, etc. Il faudrait dire merci. Non, on dit merci à ceux qui font bien leur travail. Mais à ceux qui font ce genre de boucherie-là, non, on ne dit pas merci. On les accuse. Mais après, il faut aller au-delà, bien sûr, de la police, ce que je disais. C'est toute la chaîne de commandement. Bien sûr. Et donc, se moquer du pouvoir, montrer ce qu'il est. Enfin, une baudruche comme Bernard-Henri Lévy, qui depuis des années, doctement, nous explique qu'il faut faire la guerre partout pour les intérêts américains, parce que c'est ça, la démocratie. Bon, avant, il y avait un mec qui lui foutait des tartes à la crème dans la gueule. Noël Godin, en tarteur belge. Bon, c'était génial. À chaque fois qu'il y avait BHL qui arrivait, plaf, oh, ça suffit. Et il se prenait plein de tartes à la crème dans la gueule. Et tu dis, mais c'est ça. Pourquoi c'est fini ? Parce que Noël Godin, aujourd'hui, il irait en tôle. Il irait en tôle. Ou il se ferait descendre. Voilà. Et je te parle ça il y a 10 ans. Noël Godin foutait des tartes à la crème dans la gueule de BHL. Et c'est ça qu'il fallait faire. Et là, tout le monde applaudissait. Et t'as une vidéo qui est géniale où t'as la compile de toutes les tartes à la crème dans la gueule de BHL. Et c'est formidable parce que tu vois, alors des fois, il les prend stoïquement, puis des fois, il s'énerve vraiment. Mais ça montre le cirque que c'est. Et ces gens, mais remplis d'eux-mêmes, qui s'écoutent parler, qui parlent que de guerre, que de sujets extrêmement anxiogènes, qui sont là pour le mal, finalement, faire en sorte que des gens tuent d'autres gens, au nom de valeurs, mais qui prennent des tartes à la crème dans la gueule. Oui, c'est un minimum syndical. Ce serait la minimum. Et la société irait tellement mieux, mais tellement mieux. Voilà, on peut pas prendre au sérieux Manuel Valls. Je m'en vais, je reviens. Oh, j'ai été jeté. Macron, il est nul, il est méchant, tu vois, alors qu'il était ministre du... Non, mais voilà. Et les petits bonhommes, là, revenez le Muppet Show, quoi. Enfin, c'est le Muppet Show. Sauf qu'il n'y a plus les marionnettes. Ils sont là, ils sont en chair et en os. C'est des marionnettes. Ils sont nuls. Ils sont drôles parce que moi j'en ris. C'est tellement caricatural qu'il faut en rire. Mais c'est ta marque de fabrique. C'est d'essayer de prendre ça un peu à contre-pied. Mais tu peux pas. Enfin, tu sais, quand je dis à un moment, quand le gouvernement change et rechange, et j'ai fait une émission avec Greg Tabibian, que vous connaissez aussi, bien sûr. Où on fait la liste des ministres. Mais il n'y a pas un qu'on connaît. Et on se rend compte qu'il y a des ministres qui étaient déjà ministres sous Bayrou qu'on ne connaissait pas du tout. Et c'est que ça. Et à la fin, moi, dans ma revue de presse, j'appelle tous les politiques Michel. Parce que je me dis, au final, ils s'appellent tous Michel, comme ça, on gagne du temps, quoi. Michel Lecornu, Michel Bayrou, Michel machin. Et c'est vrai, ils sont interchangeables.
Les mecs, qu'est-ce qu'ils apportent si ce n'est toujours la même litanie? Il faut plus d'Europe, voilà, l'Ukraine c'est nos valeurs, il faut payer plus d'impôts, il faut faire des efforts, il faut travailler jusqu'à 70 ans. Enfin, c'est les mêmes. Les petits costumes gris qui t'expliquent que toi, tu vas chier, tu vas en chier parce que là, on est dans une situation calamiteuse. Mais qui a créé la situation calamiteuse? C'est pas comme si ça faisait 50 ans. Mais c'est parce qu'il y a eu des conditions internationales, il y a eu le Covid déjà. Le Covid, c'est vous qui avez créé la crise en arrêtant l'économie. Enfin, bon, mais non, il faut surtout pas remettre en cause le fait que eux ont fait de la dette, eux ont flingué la société, eux ont désindustrialisé au nom de l'Europe, de l'Union européenne. Ouais. Mais c'est nous qui devons payer les pots cassés systématiquement. Et tant que les gens acceptent, parce que c'est ce qui se passe, les gens acceptent, attendent le Messie ou le chef de parti qui va le sauveur, avec un programme, le sauveur. Non, là encore, le sauveur, il finit sur la croix. Hein. Oui, donc t'as pas un poulain particulier, c'est pas un jeu de mots exprès en plus, sur lequel tu miserais là pour la prochaine présidentielle. Non, c'est parce que la prochaine présidentielle, c'est un théâtre d'ombre, c'est la caverne de Platon. Ouais, oui. C'est ce qui fait que c'est les chaînes. On va voter pour quelqu'un qui va se retrouver avec le Front National en face, et à la fin, il y aura tout un système pour dire, voyez, il faut surtout pas voter pour le Front National. Alors peut-être qu'il va y avoir un bug dans la matrice, le Front National va arriver, peut-être, hein, mais il fera Mélanie en Italie. C'est-à-dire que Mélanie, c'est quoi? C'est les intérêts américains plus l'Union européenne. Ouais. Voilà. Ouais. Mais bon... Comme un Tsipras en Grèce, hein, qui a... Tsipras, et là aussi, vous allez voir ce que vous voir, et bam il s'est couché. Il se couche immédiatement. Et il n'y a que Varoufakis qui a tenu la ligne. Ouais. Ministre de l'économie à l'époque. Donc, c'est tragique, mais non, je ne vois pas de... la gauche, alors t'as Mélenchon qui va tracer sa ligne au milieu de toute la marée social-démocrate qui va essayer de trouver des candidats de la primaire ou pas. Alors, non, mais c'est... voilà, la droite, c'est pareil, c'est en miettes. Est-ce qu'il faut aller avec le RN ou pas? Alors là, au municipal, oui, il va y avoir que des listes si on parle de politique politicienne, hein, c'est ridicule, mais bon, ça occupe, c'est rigolo. Ils vont faire leur truc. Ouais. Puis après, jamais de la ville, la ligne de démarcation doit être claire. Enfin, oui, pendant ce temps-là, bon, il va se passer quoi? Un an et demi avant les prochaines échéances présidentielles. Et pendant ce temps-là, bon, bah, du coup, l'agenda globaliste continue. On occupe les Français avec un... Ce qu'il faut savoir, c'est que le Digital ID, qui est en train d'essayer d'être imposé aux Anglais, il est prêt au niveau européen. Ouais. Oui. Le Digital ID est prêt au niveau européen. Vous avez déjà... Il y avait un plan que j'avais partagé pendant le Covid, d'ailleurs, avec un calendrier qui expliquait que c'est pour 2027, de toute façon. Et peu importe les gesticulations, peu importe les discours flamboyants, etc., c'est prêt. Taisez-vous, les enfants. Voilà. Et l'identité numérique, le contrôle, la fin du cash. La société du contrôle social. Mais c'est ça, on est déjà, d'une certaine façon, je le dis, hein, dans une société du contrôle social, puisque si vous osez dire des choses qui sont en dehors du cadre des médias mainstream, vous n'êtes plus invité. Hein. Donc, commencer à parler de dette de manière hétérodoxe, commencer à parler d'Ukraine sans dire que oui, c'est nos valeurs, etc., mais rappeler que c'est un régime corrompu, bon, bah, là, déjà, c'est du crédit social. Donc, vous n'avez pas le droit. Donc, les gens s'autocensurent, déjà. C'est vrai. Donc, imagine quand ce sera vraiment la société du crédit social, où là, après, on va te foutre une amende parce que tu as dit ça, le délire climatique, etc. Enfin, c'est une société de merde. Tu serais capable, toi, de quitter la France si on en arrivait là? Si on en arrive là, à un moment, il faut se protéger. Moi, j'aime la France, j'aime mon pays, je le dis tout le temps. C'est pour ça que j'y reste et que j'ai envie de la changer, parce que j'ai pas envie de perdre ce pays. C'est un pays qui a tout. On a tous les climats, tous les paysages, on a une bouffe merveilleuse, on a un patrimoine incroyable, une histoire formidable, des gens intelligents. Tous les savoir-faire, hein, toutes les industries, on sait tout faire. C'est pour ça qu'ils l'ont attaqué aussi. Bien sûr, il faut faire que la France soit un nain, comme l'Allemagne, pour faire en sorte qu'on fasse croire que via l'Union européenne, on soit un géant. Mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Et Frexit, par exemple, alors Frexit, c'est le plus drôle parce que c'est vraiment le dernier gros mot tabou en politique. Voilà, dernière fois, quand ils ont voté le budget pour l'Union européenne, parce qu'on va filer encore 6 milliards de plus à l'Union européenne, déjà qu'on file plus de 30 milliards et qu'on récupère rien, enfin, moins que ce qu'on donne. Alors là, c'était des grands discours et vraiment, on montrait que tous ceux qui voulaient donner moins étaient déjà des frexiteurs dans leur tête, étaient déjà... C'est l'opprobre. Même pour le Rassemblement national, il faut se défendre de dire non, on veut pas le Frexit, non, surtout pas, madame, monsieur. Mais bien sûr qu'on veut le Frexit. On n'en veut pas de cette Union européenne corrompue avec des technocrates complètement bidons qui sont en train de tuer nos éleveurs, de tuer notre joie, notre savoir-faire, de nous imposer un modèle social dont on ne veut pas. Bien sûr qu'on veut le Frexit. Dites-le, qu'est-ce que vous avez à être aussi lâche? C'est ça, j'en veux aux politiques, en fait.
Parce que leur boulot, c'est quand même d'avoir le droit de parler. Eh ben, c'est les premiers à s'auto-censurer. Parce qu'il faut jouer avec les sondages, voir où est le corps électoral, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme bidouillage pour récupérer les 2% qui nous manquent, pour garder notre petit siège. Honte à eux. Voilà. Le manque de courage. Alors justement, pour finir, par rapport au courage, donc ça fait une bonne transition. Et je parle des politiques qui ont un poste élu, parce que évidemment, il faut mentionner Asselineau, Philippot, tous les souverainistes qui, eux, on se dit... Ils ont courage. Mais qui n'ont pas la visibilité médiatique, parce qu'ils ont ce discours-là. Bien sûr. Voilà. Bon, ils vont... et puis déjà, il faudrait qu'ils chopent les signatures. Alors Asselineau a réussi une fois à les avoir. Et t'as vu comment ça s'est passé dans les débats. Alors là, immédiatement, c'était... Faut surtout pas que ça se reproduise. Oui, c'est vrai qu'il a amené une ligne qu'on entend très très peu. Jamais. Et donc ça ouvre les yeux. Et c'est comme le NPA, et systématiquement ils ont un candidat pour dire des trucs que t'entends jamais sur les plateaux. Là, d'un seul coup, l'extrême gauche existe en France, dit des choses qui sont... Oui, mais on va corneriser cette pensée dans l'extrême gauche. Oui. Donc comme ça dissuade tout le monde de partager ses idées. C'est bien l'idée. Hein. C'est bien fait. Après, il faut un candidat raisonnable comme Gabriel Attal. C'est quoi ce bordel ? C'est bien fait quand même. Il faut avoir un beau costume et puis... et dire ce qu'on t'a écrit à la trilatérale. Ouais. Bon. C'est Toi, t'as le beau costume, mais t'as pas la bonne parole. Non, mais j'ai le costume justement pour faire le pendant, de dire on peut aussi se mettre en costume si vous voulez. Voilà. Après, je finirai, j'aurai peut-être les cheveux longs, des fleurs dans les cheveux et tout, mais au moment je suis en costume, et parce que ça permet aussi d'être dans l'arène à part égale. C'est vrai que c'est les codes et les apparences, les gens sont attachés aussi à ce qu'ils voient, et malheureusement, on reste encore dans une société de l'image. Bien sûr. Mais justement, si d'aventure, la censure continue de s'exercer, on ne peut plus faire nos métiers. Si tu ne pouvais plus faire ce travail, qu'est-ce que tu ferais ? Est-ce que tu raccroches le costume ? Tu vas te mettre dans les champs et tu cultives tes patates ? Je suis peintre et je m'occupe de faire pousser des trucs, je pense. Ouais, mais de toute façon, si on ne peut plus faire ça... on pourra toujours le faire. Déjà, je pense qu'on peut toujours le faire. Au-delà des plateformes, on a nos sites respectifs, on peut faire exister ces sites-là. Il y aura toujours une façon de passer. Ça peut aller vite. Bon, alors avec un VPN, on peut tout contourner. Ça peut aller vite, oui et non. Et il y aura toujours des moyens de contourner les censures, quelles qu'elles soient. Regarde, il y a eu Radio Londres. C'est toujours possible. C'est vrai, il faudra être inventif. Il faut être inventif, et après, effectivement, tu perds en audience. Évidemment, tu perds en audience. C'est le but. Aujourd'hui, de toute façon, avec la censure qu'on appelle le shadow ban, c'est-à-dire réduire la visibilité des contenus des posts dissidents, c'est déjà une censure. Et on le voit. Tu l'as constaté, toi, sur ta chaîne, déjà ? Mais moi, j'ai fait un message là, ces derniers jours sur YouTube en disant, je suis désolé, c'est la première fois que je le fais, mais là, je vois que les abonnements stagnent et diminuent. Ce qui n'est jamais arrivé. Donc vérifiez que vous êtes toujours abonné. Parce que ce qui se passe, c'est que les plateformes désabonnent les abonnés sans leur consentement. Okay. Ils pensent être encore abonnés et ils disent ça fait longtemps que je n'ai pas vu le contenu de cette chaîne ou machin. Vas-y, ils sont des abonnés. Sur Twitter, c'est la même chose. Voilà. Donc c'est un jeu, ils font ce qu'ils veulent. Oui. Donc à un moment, vous avez un post qui va faire 3 vues, je ne sais pas pourquoi non plus. Bon, voilà. Et puis un autre qui va faire 1000 vues. Et tout est comme ça. Donc on joue avec ça. C'est déjà le chat et la souris, c'est déjà un monde de censure qui ne dit pas son nom. Donc il y aura d'autres moyens. Et si je fais plus ce boulot-là, comme je te dis, moi je pense que je ferais de la peinture. Ouais. Parce que à la base, je dessine, moi à la base, je faisais de la BD. C'est ça qui faisait que j'avais envie de parler aux gens, quoi. Puis j'ai arrêté par fainéantisme. Il faut que je m'y remette. Cette fibre artistique. Oui. Ça reste aussi une forme de communication. Finalement, c'est... Bien sûr, mais moi ce que je fais, c'est pour ça aussi que c'est un mélange des genres, parce que l'idée c'est de dire, vous venez pas chercher cette information anxiogène que vous allez avoir sur les plateaux ou même sur certaines chaînes qui vont faire de l'information crypte, etc. Non, on est là pour rigoler aussi, et c'est vrai qu'après il y a des gens qui peuvent trouver ça nul, limité, ou finalement on passe à côté de choses graves, il ne faudrait pas faire ça, vous comprenez, c'est des sujets importants. Mais je fais aussi des interviews sérieuses avec des experts. Donc l'idée, c'est de faire tout, justement, pour enlever ce côté pesant de cette information qui peut effectivement faire du mal. C'est vrai, moi, c'est ce qui me plaît beaucoup dans tes interventions, dans tes revues de presse, etc. C'est ce décalage de ton
bien placé qui permet de respirer un peu, prendre un peu de recul, un peu d'humour et sourire à ce qui nous est présenté comme inéluctable. En fait. Non, mais la vidéo d'Edouard Philippe où il ressort de chez Bayrou, je lui ai dit ce que franchement, je lui ai dit ce que je pensais. C'est important qu'on puisse dire ce qu'on pense. Enfin voilà. Et pendant 3 minutes, le mec ne dit rien à part qu'il a dit un truc à Bayrou, qui a écouté ce qu'il a dit. Ils sont bons les mecs. Hein. Ah, mais c'est impressionnant. Là, tu dis ouais. C'est du Franck Lepage. Mais c'est magnifique. Voilà, Franck Lepage. Voilà, elle a décrypté depuis longtemps dans ses conférences gesticulées, c'est génial parce que voilà, il explique l'escroquerie de ce jeu du tribun. C'est vrai. Alors, pour finir, dernière question, je suis obligé de te la poser puisqu'on parle aussi de positif. C'est qu'est-ce qui, pour toi, te donne de l'espoir dans l'avenir, en espérant que t'en aies? J'en ai, mais moi je suis optimiste. J'ai mes moments de doute, comme tout le monde, mais je pense que il faut faire confiance à l'humain, justement. Quand je te disais le retour du spirituel, c'est pas anodin. On voit bien que tout ce délire transhumaniste n'imprime pas. J'espère que Digital ID, l'identité numérique ne va pas prendre, qu'il y aura une réaction à ça. Il y a toujours cet espoir et ces gens, voilà, et puis mes enfants, quoi, évidemment. C'est de voir qu'il y a une génération aussi qui réfléchit, qui a envie de faire des choses, voilà, qui se bouge aussi pour aller dans le bon sens. Eh ben, c'est un très bon mot de la fin. C'est effectivement garder. C'est vrai qu'on perd souvent cet espoir de vue quand on commente, nous tous, et puis à Nexus, on est attaché aussi à ça. Ouais. L'humour est primordial. Et l'amour. L'humour et l'amour, c'est vrai. C'est bateau, mais c'est... Deux binômes qui peuvent nous aider beaucoup dans cette époque. Ouais. Merci infiniment. On peut te retrouver, évidemment. Vous allez sur la chaîne du Monde Moderne, vous connaissez. Tous les jours, tu apportes des contenus qui sont décapants, qui sont inspirants. On te retrouve aussi, je crois, sur TV Liberté, avec un petit duo avec Nicolas. Sur Alerte Générale, où on a des invités. Pareil, on essaie d'amener un peu de déconne aussi. Alors, c'est un peu mal pris parfois, mais globalement, non, les gens adorent parce que ça permet d'avoir un nouveau format aussi. Et je pense que voilà, ça n'empêche pas de dire des choses. Et voilà, donc ouais. Eh ben, allez voir, moi j'ai regardé, je trouve ça, en fait ça nous sort de ce quotidien anxiogène, donc déjà c'est mission réussie. Bah voilà. Bon, voilà. Donc merci infiniment, merci à toi d'être venu jusqu'ici. J'espère te voir le 19 décembre. Ah oui, alors avec plaisir, c'est quoi le... Théâtre de la Tour Eiffel, conférence Nexus, voilà, à partir de 19h. Évidemment, vous êtes tous les bienvenus. Vendredi soir. C'est juste avant Noël. Ah ouais. Voilà, ce sera pour fêter. Je m'organise alors. J'espère, parce que tu viens de loin. J'espère que tu auras l'occasion de venir. En tout cas, tu es le bienvenu. L'idée, c'est aussi de se réunir et d'avoir ce lien, cet humour et cette connexion pour sortir un peu des écrans, sortir de l'anxiété. Ouais, ça c'est bien, ouais. Parce que c'est ce qu'ils veulent, de toute façon. Qu'on dise la vérité ou pas, ce qu'ils veulent, c'est qu'on reste dans la peur. Donc, sortons de tout ça. Avec plaisir. Je vais venir faire un stand-up au théâtre. L'invitation est lancée. En tout cas, vous tous, vous pouvez nous retrouver. Vous pouvez cliquer sur le lien dans la description. Faites vite. On a déjà rempli quasiment les 3/4 de la salle. Et vous pouvez nous retrouver en kiosque. Évidemment, le numéro actuel, le numéro 161, sans pub, évidemment, comme d'habitude. Et sans subvention. Merci infiniment, Alexis Poulain, d'être venu jusqu'ici. Et à très bientôt. À bientôt. Au revoir.